Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, 38 ans de règne de Paul Biya, un militant du RDPC résume en échec le bilan du successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo. Saint-Éloi Bidoum a fait le parcours du renouveau de 1982 à 2020. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Célébration des 38 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. Un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait une critique sans complaisance du bilan de l'homme du 6 novembre 82. Selon Saint-Éloi Bidoum, le règne de Paul Biya de 1982 à 2020 est un échec sur toute la ligne. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et Aïk Cyril. Ça ressemble à une critique qui vient de l'intérieur. Dans son analyse des 38 ans de règne de Paul Biya, Saint-Éloi Bidoum, cadre du RDPC, jusqu'à sa suspension à l'issue du dernier conseil de discipline du parti, parle de 38 ans de faillite. Dans une tribune parue dans la presse, le militant suspendu du RDPC souligne par exemple que les concepts de rigueur et moralisation qui ont accompagné l'accession de Paul Biya au pouvoir se sont transformés en 38 ans en vigueur et normalisation de la gabégie. Une analyse que soutient des acteurs de la société civile. Lorsque nous regardons la gouvernance au Cameroun, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est vraiment irrigué par la rigueur? Ça, il est difficile de le dire parce que ce sont les détournements à grande échelle. Je crois que lui-même, il a mis tout un gouvernement en prison. Est-ce que lui-même est assez rigoureux dans ce qu'il fait, dans sa façon de gouverner? J'ai la peine à le croire parce que s'il y avait assez de rigueur, il y a un certain nombre de cacophonies qu'on n'aurait pas vécues. Paul Biya laissait entendre qu'il souhaite qu'on retienne de lui l'homme qui a démocratisé la vie politique au Cameroun. Saint-Éloi Bidoum estime qu'il s'agit de belles intentions galvaudées par des barons du RDPC qui, citation, ordonnent de brûler les pancartes d'un parti d'opposition qui a pourtant les droits de se déployer. Sous le coup d'une suspension, Saint-Éloi Bidoum cite également les cas de sous-préfets qui bourrent les unes au profit du RDPC. Bref, sous l'ère Biya, la démocratie au Cameroun est plutôt à construire. Il y a eu beaucoup de maquillage, beaucoup de mesures cosmétiques, beaucoup de choses pour plaire ou pour faire croire qu'on est en train d'aller dans le sens effectivement du pluralisme et de l'ouverture. Le code électoral qui était celui-là qui était censé créer un cadre approprié pour une dévolution transparente du pouvoir, c'est un document qui, une fois de plus, a été taillé sur mesure. Sur le plan de la sécurité, le Cameroun n'est plus ce havre de paix longtemps vanté. Savamment orchestré par les stratèges du chaos tapis au sein du régime, selon Saint-Éloi Bidoum, la crise anglophone donne l'occasion à Paul Biya de démontrer qu'il est un mendiant de la paix. Mais il ne la saisit pas, pense la société civile. Le Cameroun fait face à beaucoup de défis et malheureusement, encore une fois de plus, on ne voit pas le monsieur du 6 novembre. On ne le voit pas beaucoup. Et ça nous désole parce qu'on aurait pu ne pas le voir partout, mais le voir à Kumba la semaine passée. Parce que quand même, un événement majeur a touché la société camerounaise, a choqué l'humanité. Et donc, une fois de plus, on sera attendu à le voir, à prendre le bâton de commandement. Au final, de 82 à 2020, c'est 38 ans d'amertume pour une génération de Camerounais qui n'a connu qu'un seul homme. On célèbre quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir. Vous comprenez qu'une personne comme moi, j'ai des problèmes. Parce que 38 ans, c'est 38 ans, c'est mon âge. Ça fait qu'on se demande bien, est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer autre chose? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer l'alternance au pouvoir? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer une autre personne? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir autre chose que ce qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on a quand même toute une génération de Camerounais qui n'ont pas vécu autre chose que sous la direction du président Paul Biya. Que sont devenus les concepts de rigueur et moralisation, paix, démocratie, prospérité et autres qui ont animé les premières heures du règne de Paul Biya? La question se pose après 38 ans de pouvoir.
Et le bilan des 38 ans du chef de l'État Paul Biya est diversement apprécié par les Camerounais. Si certains pensent ou estiment que le chef de l'État Paul Biya a œuvré pour le développement du pays, d'autres par contre affirment qu'il a contribué à sa faillite. Je vous propose de les écouter au micro de Cédric Nding. Pour le règne de notre chef d'État de 38 ans, moi je trouve ça bien pour moi. Parce que je suis chrétien, je dois respecter le chef, le roi. C'est lui qui est contre le roi et contre Dieu. Si les gens disent qu'il n'a pas bien géré, ça c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. En vérité, c'est un monsieur qui a amené la paix dans notre pays. Ma part, le 38 ans là, bon, il est bien vrai que c'est le pays de Cameroun, c'est un pays de paix. Mais vraiment, la paix sans travail. 38 ans de pouvoir du renouveau, pour moi, c'est un bilan négatif sur tous les sens du terme. C'est visible, la société, ça se voit. Tous les jours, on côtoie la misère en bordure de route. 38 ans, c'est zéro. Et de 82 à 2020, ça part vraiment à 38 ans le pouvoir. C'est vraiment négatif. Parce que 38 ans de règne, ça fait 38 ans de galère et de misère pour tous les Camerounais. Dans le domaine sportif même, rien. Tout est négatif. Il n'y a pas de routes, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'électricité. Partout, c'est le délestage. Moi, j'adore mon président. J'aime mon président qui continue avec sa tranquillité, la paix. Ce n'est pas lui qui peut, c'est les alentours de mon président qui gagne le pays. Lui-même, il est bien. Si lui-même il descendait sur le terrain, c'est que le pays n'est pas comme c'est là maintenant. Parce qu'il fait confiance aux gens et les gens lui trompent. Passation de pouvoir entre le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, et son successeur constitutionnel, Paul Biya. Un témoin de l'histoire raconte les circonstances de l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef d'État. Selon François de Borgia-Marie EVB, de passage à l'émission La Vérité en face, est revenu sur le film de cet événement inattendu qui a secoué le Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi a-t-il fallu que le président nomme un premier ministre, président, son successeur, qui lui dévolue le pouvoir? Comment? Pourquoi? Et c'est là où je vais vous dire des choses qu'on ne veut pas que les Camerounais connaissent. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Mitterrand était le président du collectif des avocats qui devait défendre Ndogmo. Les Wandiers, le président Ahidjo avait refusé que François Mitterrand mette ses pieds ici. Quand Mitterrand est élu président de la République française, Ahidjo est menacé dans son pays. Parce qu'il avait humilié François Mitterrand au Cameroun. Il est venu, on l'a assigné à résidence à l'aéroport, jusqu'au prochain avion. Mitterrand n'avait jamais oublié ça. Quand Mitterrand est élu, en 1981, Ahidjo fait le tour des puissances amies. Et en France, des grands responsables amis. Et on se rend compte que l'intermédiation de ces gens n'a pas de prise sur le président Mitterrand. Échec et mat. Ahidjo revient donc et décide de jouer avec l'histoire. Mais pour ce que nous en savons, le président Ahidjo voulait se sentir à l'aise avec des gens qui ne se poseraient pas des questions sur leur action au sein du gouvernement et auprès d'Ahidjo. Parce que la bagarre qu'Ahidjo allait lancer contre Mitterrand avait besoin de gens qui pensent et des gens qui exécutent. Et le président Biya devait être là pour exécuter ce qui viendrait d'Ahidjo. Biya, président, nouveau président, Mitterrand vient ici. Il va à l'Assemblée nationale, il fait un discours. Et une seule phrase a scellé l'histoire du Cameroun. Monsieur le Président, la France est à l'aise avec vous. Déclaration de François Mitterrand. À l'Assemblée nationale. Et il s'adresse à Paul Biya. C'était fini. C'était fini. C'était terminé. Le président Biya n'avait aucun intérêt à se fâcher contre son père adoptif. Il n'a eu d'intérêt que lorsque la France est venue le porter à bout de bras. Ça, c'est la vérité. Le président Biya n'aurait jamais fait ça si la France ne l'avait pas porté à bout de bras à travers François Mitterrand. Mitterrand ne voulait plus de monsieur Ahidjo à la tête du Cameroun. The former president and
Paul Biya, which led to the coup d'État or the attempted coup d'État? Non. Il y a eu le problème des prééminences. Qui doit venir avant l'autre au Cameroun? Ahidjo, lui, pensait que c'était lui. Il restait président du parti. Or, c'est le parti qui dirigeait le pays à travers ses structures gouvernementales. Ahidjo a voulu continuer à être celui qui inspire et celui qui décide. Une autre actrice de la société civile qui a vécu cette époque de la transition du pouvoir de Amadou Ahidjo à Paul Biya, c'est Maître Alice Combes. Elle parle de l'espoir qu'avait suscité Paul Biya à l'arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982. Elle était également invitée de l'émission La Vérité en face. Je vous propose de l'écouter. Et je vous le disais, une autre actrice de la société civile qui, elle aussi, a vécu cette époque de la transition du pouvoir de Amadou Ahidjo à Paul Biya, c'est bel et bien Maître Alice Combes. Elle parle de l'espoir qu'avait suscité Paul Biya à l'arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982. Elle était également l'invitée de l'émission La Vérité en face. Je vous propose de l'écouter. Moi, c'était une immense joie, d'autant plus que j'avais eu une proximité avec le Premier ministre qu'il avait été, qui était un Premier ministre très accessible, très affable, extrêmement gentil, et j'avais eu l'occasion et l'honneur d'être reçue par ce fringant Premier ministre que toutes les femmes regardaient avec beaucoup de tendresse. Et ce Premier ministre qui s'illustrait par sa discrétion et une apparente fidélité aux institutions pour lesquelles il travaillait. Alors vous comprenez que lorsque son prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, nous dit qu'il se retire, mais à exécution, ce qu'il avait toujours dit d'ailleurs le président Ahidjo, je ne m'éterniserai pas au pouvoir. J'entends encore ces paroles à l'occasion des conventions ou des congrès de l'UNC. Tout le monde prenait cela pour de la blague, on disait, bon, les politiciens, on vous connaît. Puis un beau jour, il a justement, pour éviter d'être de nouveau retenu et de mentir de nouveau, malgré lui, il a un jour décidé, contre toute attente, y compris au niveau de sa famille, Madame Ahidjo qui me le confirmera, décidé de s'arrêter et de nous annoncer que c'est notre Premier ministre, successeur constitutionnel, à qui il allait passer le bâton le 6 novembre. Je pense que justement les actes que le président a posés dès le départ ont bien montré qu'il n'allait pas continuer sur les valeurs fondamentales que nous avions acquises entre-temps. De la politique en religion, les évêques du Cameroun condamnent l'enlèvement du cardinal Christian Toumi, même si l'éminent prélat a été relâché moins de 24 heures après son kidnapping. La conférence épiscopale s'indigne devant un acte qu'elle qualifie d'ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage que signe Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganso. Sur les hauteurs d'un volier, la nouvelle de la libération du cardinal Christian Toumi est parvenue telle une manne tombée du ciel. Tous les évêques sont unanimes pour dire leur choc et leur désapprobation totale. En ce sens que le cardinal est pour notre pays une icône d'une exceptionnelle valeur. Et le simple fait même qu'on l'enlève est déjà en soi, pour nous, une profanation du sacré qu'il représente. La conférence épiscopale se réjouit de cet aboutissement heureux, non sans condamner avec la plus grande fermeté ce qu'elle considère comme un affront et une grave atteinte à l'un des symboles les plus respectés. Même s'il est libéré, penser le faire, envisager de le faire et le faire concrètement montre que nous sommes vraiment tombés dans la démesure. Nous n'avons plus de repères que nous respectons, pas des figures qui représentent le Cameroun et qui devaient inspirer, n'est-ce pas, le respect pour ce qu'elles sont, mais surtout
pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles représentent, n'est-ce pas, pour notre pays. Beaucoup d'indignation, ce sentiment qui m'anime de manière permanente ces derniers temps, non seulement avec les kidnappings, mais aussi avec les tueries horribles, comme ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, avec les élèves de Kumba, et qui se généralise aujourd'hui avec ces enlèvements violents. J'ai été vraiment très indigné. C'est quand même beaucoup, c'est osé, n'est-ce pas, d'aller jusque-là par rapport à sa représentation sociale et spirituelle. Un soulagement de voir le cardinal libre de ses mouvements, mais des questionnements et un mur d'interrogation sur la tournure que prend la crise anglophone et son cortège de malheurs, sous fond de perte de nos valeurs. Notre culture chrétienne, traditionnelle africaine, doit se repenser parce que ce n'est pas normal que des jeunes enfants puissent humilier un si bel âge, une si haute dignité que tout le monde entier respecte. Donc je suis vraiment préoccupé de savoir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes à ce point-là qui dépasse l'intelligence d'une personne normale. On n'a plus, n'est-ce pas, de considération envers, n'est-ce pas, l'autorité. On ne respecte plus rien qui vous rappelle, n'est-ce pas, des références. On est dans une forêt, n'est-ce pas, de l'enfer. On est vraiment en enfer. Parvenu à ce stade, je crois qu'on a atteint le dernier nez du Rubicon. Même l'animal, n'est-ce pas, n'irait pas jusque-là. Les évêques du Cameroun sont d'avis que cette crise a déjà trop duré et qu'il est temps d'y mettre un terme. Mais quel que soit le bout par lequel l'on prend la chose, rien ne peut justifier les exactions qui sont perpétrées dans nos noseaux, quels qu'en soient les auteurs. On a des gens qui sont assoiffés du mal, des gens qui se satisfont, n'est-ce pas, sur le mal. Même Satan, à un moment, on se demande s'il peut entièrement se reconnaître en eux. L'heure est venue de nous ressaisir et de reprendre conscience de nos valeurs fondamentales. Sinon, nous allons dans le chaos et la dérive, et personne ne peut souhaiter cela pour notre pays, qui a une si belle histoire humaine et africaine. Les évêques du Cameroun étaient réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière, après le rendez-vous manqué de fin avril, dû au coronavirus. Occasion pour eux de rendre vibrant hommage à Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, dont le protocole de soins a contribué efficacement à la lutte contre cette pandémie. Et le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a confirmé la décision prise par l'Église catholique d'interdire l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans ses structures. Monseigneur Abraham Komé estime que des investigations approfondies doivent être effectuées avant toute chose. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Marcelin Ganson. Alors la question des vaccins, nous avons des doutes et nous partons d'un principe logique. En cas de doute, il faut s'abstenir. Nous pensons que des études doivent être plus approfondies. Le comité d'éthique doit se prononcer. Et ça, c'est pour assurer, n'est-ce pas, les populations qui se réfèrent à nous. Il faut que ce soit bien clair. Nous ne sommes pas là d'abord contre la vaccination. La vaccination est une très bonne chose en général. Mais pour ce vaccin-là, nous avons accueilli, venant de la base, et de façon très récurrente, n'est-ce pas, des angoisses, des crispations, des récriminations, n'est-ce pas, de nos populations. Et je pense que nous sommes tout à fait dans notre rôle de dire qu'il y a des doutes qui méritent, n'est-ce pas, d'être dissipés avant leur inoculation. Autre actualité dans ce journal, la construction d'un péage automatique divise les populations et les autorités administratives dans le département de la Menoie. Le terrain requis est utilisé par de nombreuses familles qui n'entendent pas tout céder. On voit tout cela dans ce reportage de Raphaël Tieko et Gladys Sidier. Groupement Balevin, arrondissement de Kongni, département de la Menoie. Les habitants expriment leur désarroi. Depuis l'annonce de la destruction de leurs maisons et autres plantations, en vue de la construction d'un péage automatique, tous sont désemparés. Pour la plupart, il s'agit des terres qui les ont vus naître, grandir et vieillir.
Propriétaires des espaces légués par leurs parents, ils n'envisagent pas leur vie ailleurs. Même le terrain vide là, ce sont les terrains des enfants que les parents ont donnés avant de... Beaucoup sont même déjà morts. Ils sont enterrés là. Les tombes sont partout. Et ici, ce n'est pas que les gens ont payé le terrain ici. Ils sont nés là. Ils sont nés ici. Le péage vient prendre tout. On se pose la question, nous allons aller où? Est-ce qu'on va aller nous installer ailleurs? Parce que quand nous regardons même par le vent et Bafou, nous ne trouvons pas l'endroit où on pourra aller nous installer. Et pour moi, s'ils veulent détruire, qu'ils viennent me détruire personnellement avant de détruire la maison. Oui. Qu'ils me détruisent d'abord avant de détruire la maison. Puisque je ne peux pas prendre ma retraite. J'arrange ma maison et si je vais vivre là-bas, on vient dire qu'on va détruire. Qu'ils commencent par moi. Qu'ils me détruisent d'abord avant de détruire ma maison. Dépité, ces populations proposent un nouvel emplacement pour la construction du péage automatique, une ultime tentative pour sauver leurs terres. Je demandais mon avis pour le péage, je demandais que le péage ne doit même plus venir ici, puisque avant c'était ici. Nous avions pleuré parce que pour aller au marché, tu prends un port, tu dis que pour aller au marché vendre, tu payes d'abord 500 pour traverser. Tu arrives là-bas, tu vends, tu reviens, tu payes encore 500. Le poisson que tu as vendu à 3000, tu as déjà perdu 1000 francs. On a pleuré sur ce qu'on a déplacé. Qu'est-ce qui se passe qu'on veut encore venir ici avec ça? Alors que c'était très simple que le péage reste là où il est, ou bien à Sancho. On pouvait envoyer le péage à Sancho. Population et autorités administratives ont eu plusieurs réunions de concertation, à l'issue desquelles le lieu de construction du péage automatique n'a pas été changé. Les populations s'interrogent désormais sur les dispositions prises pour leur recasement. Mettre fin au grand banditisme, intensifier l'électrification et viabiliser les espaces marchands, entre autres, sont les défis qui attendent les maires des communes de Banka, Bangou, Baham et Bamendjou à l'ouest Cameroun, des prescriptions qui leur ont été faites par le préfet du département des Ouakam, Leclerc Saken. Les élus locaux dans les communes de Banka dans le Ouakam, Bangou, Baham, Bamendjou dans les hauts plateaux, région de l'ouest Cameroun, ont été officiellement installés dans leur sanction. Le préfet du Ouakam, dans cet exercice, a prescrit à l'exécutif de Banka un travail de synergie, l'exploration des voies en vue de l'amélioration conséquente des conditions de vie des populations. Nous avons demandé à ce que ce nouveau exécutif communal, qui est jeune, qui est constitué de maires jeunes, maires et adjoints jeunes, dynamiques et qui ont déjà des activités de production en tant qu'opérateurs économiques, qui se mettent résolument à la disposition des populations dans le cadre de l'activité de production au niveau de la commune, la création d'emplois, la création des projets générateurs des revenus, l'accroissement des ressources propres de la commune. Le maire Joseph Senguessieux s'est dit davantage préoccupé à honorer les engagements pris envers les populations lors des dernières consultations électorales. Le préfet du département de Ouakam vient de nous installer officiellement. Il nous a rappelé toutes les directives qui sont confiées à l'exécutif municipal de la commune et également aux conseillers municipaux. Nous pensons que la tâche est ardue, mais nous serons normés sur nos lauriers. Nous serons ménager aucun effort pour y parvenir et également que nos populations qui ont cru en nous, qui ont cru au changement, à la fin de notre mandat, ils se retrouvent réjouis du fait qu'ils avaient opté le choix pour la jeunesse. Nous sommes la première commune dans le département, dans le Cameroun, dans la République, à avoir un conseil municipal dont la moyenne est de 32 ans. Certains conseillers de cette commune ont brillé par leur absence. Ils estiment que le maire fait cavalier avec certains conseillers. Ils se disent prêts à enterrer la hache de guerre si le maire se ravise. Chacun prenne ses responsabilités. Donc ces responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le maire de savoir qu'au-dessus de l'exécutif communal, il y a les conseillers municipaux. Et c'est sous leur contrôle qu'il doit travailler. Dans les communes de Baham, Bamendjou, les maires ont pris l'engagement d'amplifier l'électrification, de viabiliser les espaces marchands, de moderniser le service de l'état civil, d'instaurer un cadre de concertation et de dialogue avec les populations. Réhabiliter les infrastructures routières pour permettre que ces produits agricoles soient évacués vers les grands axes, vers les grands marchés. Nous allons continuer notre politique d'accompagnement des structures sanitaires de la commune
notamment par la construction des centres de santé qui se retrouvent encore dans des maisons d'emprunt. Nous devons contribuer ensemble pour le développement de Baham. Nous devons aider ensemble. C'est ça qui est l'esprit que nous avons inculqué à toute la population, à tous les élites, au gouvernement pour pouvoir aider la population de Baham à atteindre un certain niveau de vie. Notre vision, c'est d'abord de faire vivre Bangou en mettant en place d'abord une structure importante qui est le logement social pour permettre aux enseignants qui sont tous à Bafang et à Bafoussam de résider. Et en même temps, nous allons améliorer le marché de Bangou. Nous allons, comme le préfet l'a dit, nous allons nous accrocher aux élites qui exercent dans les grandes villes, pour qu'ils viennent nous mettre des petites structures. Ça veut dire les mini-structures ici. On a un chantier vraiment vaste. Le maçon sera jugé au pied du mur. Comment mettre fin à l'exploitation illégale du bois camerounais? La question était au centre d'une rencontre d'experts à Yaoundé. La FAO a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs pour mettre en œuvre un programme qui vise à l'application des réglementations forestières au Cameroun. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansor. Le défi suprême aujourd'hui est celui de la traçabilité du bois camerounais afin de le sortir du circuit de l'illégalité. Le bois illégal, c'est un bois où on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Des gens qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas de titre forestier, qui n'ont pas de titre de transformation et qui, entre guillemets, comme il dit, se débrouillent. La consommation locale peut être environ 4000 mètres cubes de bois par an. Et si sur les 4000 mètres cubes de bois par an, on arrive aujourd'hui à fournir 1000 mètres cubes de bois légal, ça voudrait dire qu'au fur et à mesure qu'on va approvisionner le MIB, on pourra réduire au fur et à mesure ce problème. Voilà qui a donné du grain à moudre au projet de renforcement de l'implication des PME, PMI et opérateurs artisanaux dans la mise en œuvre de l'APV FLEC au Cameroun. Qui dit gestion durable des forêts parle d'une exploitation rationnelle de la ressource bois. Donc c'est dans ce cadre que la FAO a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs pour mettre en œuvre le programme UE-FAO FLEC qui vise à la mise en œuvre de l'application des réglementations forestières au Cameroun et surtout l'amélioration du secteur de la gouvernance forestière. À l'heure du bilan, il y a lieu de se réjouir des résultats obtenus. Ce d'autant que les PME, PMI et opérateurs artisanaux sont désormais mieux représentés au sein de l'interprofession. Parce que jusqu'ici, au niveau de la représentativité, on n'avait que les grandes entreprises, c'est-à-dire concrètement le GFBC, qui représente 75% des exportations, mais tout le reste, tout ce qui concerne le marché domestique, était négligé. Alors qu'en fait, ça représente des milliers de personnes, des milliers d'emplois et des centaines de milliers de mètres cubes de bois. Il fallait absolument structurer toutes ces personnes. Donc maintenant, il y a 4 collèges qui existent et qui ont élu des représentants. Il y a 26 représentants. 115% de bois transformés au Cameroun sont exportés. Pourtant, le marché local a besoin de bois débité pour divers usages. Ça voudrait dire que demain, sur tous nos marchés, si on continue le projet, on pourra à tout moment acheter du bois légal. Donc ça veut dire du bois qui aura payé toutes les taxes. Donc ce sera un bien pour le Cameroun, un bien pour l'opérateur, donc un bien pour nous tous. L'amélioration de la gouvernance forestière reste un défi majeur au Cameroun. L'Union européenne et divers partenaires en sont préoccupés au plus haut niveau. Avec un bois légal et traçable, l'économie camerounaise se porterait mieux. Les acteurs de la filière aussi. À l'étranger, élection présidentielle aux États-Unis, le peuple américain retient son souffle à l'attente définitive des résultats de ce scrutin. Les derniers dépouillements dans les États de Pennsylvanie et Georgie donnent Joe Biden, le candidat démocrate, en tête devant le républicain Donald Trump, candidat sortant de cette élection. Et si tout se passe comme l'expert le camp démocrate, Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Et un public reportage dans ce journal, le pari mutuel urbain camerounais, encore au cœur d'une belle histoire. Un parieur y a décroché la somme de 70 millions vendredi dernier. Reportage. 13, As, 2, 3, 7. Pour beaucoup, une association de chiffres sans importance, mais pour le gagnant du banco du vendredi 30 octobre, il s'agit là de la clé du coffre qui contenait les 70 millions de francs CFA en jeu.
Par ces temps moroses, marqués par la pandémie du coronavirus et son influence sur l'économie en général, le Pari mutuel urbain camerounais n'a pas changé d'objectif, bien au contraire. Plus que jamais, accompagner les populations camerounaises dans la réalisation de leurs rêves les plus fous est une priorité. C'est dans cet élan que la présidente du conseil d'administration, Madame Tatiana Eldin Mabouka, s'est donné à cœur joie de recevoir personnellement l'heureux élu pour le féliciter et lui remettre son dû. Pour le septuagénaire, rien ne sera fait au hasard. Ce sera l'occasion de mener à bien le projet de toute une vie. Je me donne encore un peu de force. Je vais montrer à mes enfants comment je vais clocher le laboureur de ces enfants. La terre, c'est la terre qui nous donne tout. Du côté de Bonapriso armée de l'air, c'est la fête. Une caravane spéciale a été déployée sur le terrain, accueillie par les habitants du quartier, bien décidés à célébrer leur messie comme il se doit. Dans le kiosque où il a misé 400 francs CFA seulement, c'est sûr, son passage restera gravé à jamais. Après le recordman de l'histoire des gains bancaux qui décrochait 280 millions de francs CFA en septembre 2016, le détenteur des 110 millions de francs CFA en novembre 2014 et celui de 120 millions en 2017, voilà une nouvelle vedette qui s'inscrit dans le livre d'or des multimillionnaires bancaux. À qui le tour? Le casting, c'est tous les vendredis. Il suffit de trouver les 5 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre avec une mise simple de 400 francs CFA et vous aussi, vous allez gagner gros. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain autour et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, après une nuit en captivité, Christian Cardinal Toumi est désormais libre. Réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière tenue à Yaoundé, les évêques du Cameroun condamnent l'enlèvement du cardinal Christian Toumi dans la localité de Babessi, c'est dans le département du Ngok et Tundia, dans le nord-ouest Cameroun. La conférence épiscopale nationale du Cameroun qualifie cet acte d'ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe-Bissaye. Très bonne soirée à vous, Serge. Bon week-end à vous, Julien Berthe-Bissaye. Très bon week-end à vous. Rendez-vous lundi. S'il vous plaît, à Dieu, 20h. Voilà, on comprend pourquoi vous avez hésité. Merci, Julien Berthe-Bissaye. À très bientôt, Julien Berthe-Bissaye. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Jean-Claude Youth, Charles Ndjikam, le docteur Lujan Isomba et Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, dites-moi, est-ce qu'il y a un message derrière le kidnapping du cardinal Toumi? Tout d'abord, permettez-moi de condamner ce kidnapping odieux, que rien, absolument rien ne justifie. Voyez-vous, le cardinal Toumi, c'est une autorité morale, incontestable. Le cardinal Toumi est même l'incarnation de la morale nationale. La preuve, c'est que c'est le premier cardinal du Cameroun, et depuis qu'il a été nommé cardinal, il n'y a plus eu un autre cardinal. Alors, qu'on vient s'attaquer à ce symbole de la morale, à ce symbole de la tolérance, je dis, c'est ignoble, c'est inadmissible. Je dis, c'est intolérable. Voyez-vous, il y a de cela très peu de temps, il a célébré ses 90 ans. 90 ans en Afrique, c'est un âge respectable. C'est un âge qui impose, n'est-ce pas, que les décisions prises soient suivies.
Alors, nous avons appris, comme tout le monde hier, en fin d'après-midi, qu'il a été kidnappé par des individus non encore identifiés. Je précise cela. C'est peut-être lui qui nous dira, puisqu'il a été libéré par la suite, Dieu merci, par ses preneurs d'otages. Alors le message, d'abord il faut se rendre compte d'une chose. Le timing de cette prise d'otage survient après l'adresse du pape le massacre de Kumba. François suite au massacre de Kumba, où il demandait à tous les protagonistes de revenir de cette crise, de cette sale guerre qui n'aurait pas dû être, de revenir à la raison. Alors, manifestement, les kidnappeurs ont voulu que le Vatican passe à un cap supérieur, c'est-à-dire s'intéresser effectivement à cette crise anglophone. Parce qu'on n'a qu'à voir, ils sont deux qui ont été enlevés, le cardinal et le fond de Sceaux. Oui. Le cardinal a été rapidement libéré. Qu'on le veuille ou pas, ces preneurs d'otages qu'il faut condamner avec la dernière énergie, ils ont frappé un grand coup. Parce que le monde a été mobilisé. Je dis bien, le monde a été mobilisé, le Vatican a été mobilisé. Même si c'est pour quelques heures, ils ont pu atteindre ce but. De deux. Le deuxième message, c'est quoi? C'est que ils sont deux à avoir été pris en otage. Il y a le cardinal Christian Toumi et il y a le fond de Sceaux. Mais le fond de Sceaux est encore loin, d'après les dernières informations, quand on entrait sur ce plateau, est encore kidnappé. Il n'a pas encore été libéré. Quand on sait que le fond de Sceaux est un chef traditionnel de premier degré, on l'appelle même le paramount chief. Il est un chef traditionnel de premier degré, et que les chefs de premier degré ainsi que de deuxième degré font partie du collège électoral pour les régionales, est-ce que ce n'est pas un signal que ces preneurs d'otages qui sont à condamner, et ça il faut que je le précise, adressent à l'endroit de ceux qui veulent à tout prix organiser les élections régionales dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, il m'est revenu. Certainement, et ça ne surprend personne. Quand vous êtes libéré, il y a des messages qu'ils vous donnent. Ok, on revient. Ils vous disent, on va revenir sur la teneur, voilà. Et que vous gardez ça pour... Charles Dikam, pour vous, est-ce que, comme dit Jean-Robert Wafo, ils ont voulu faire passer un message en ciblant et le cardinal Toumi et un chef de premier degré, le fond de Sceaux? Je voudrais déjà dire que tous ceux qui jusque-là, et je remonterai même avant, en passant à nos enfants lâchement assassinés il y a 2 semaines, tous ceux qui nous disaient que la vie reprenait son cours, je pense qu'ils devraient revoir leur copie. Il ne fait toujours pas bon vivre au Nozo. Ça, c'est la première des choses. Je ne peux ne pas prendre la parole pour dire aussi que pour ce même Nozo, avant que ses enfants ne soient assassinés, avant que son éminence, le cardinal Toumi, ne soit pris en otage, des Camerounais aux mains nues sont sortis demander à leurs gouvernants d'aller à la table avec leurs enfants. Demander, moi-même, je me suis permis lors de mon dernier passage ici d'interpeller le président de la République, modestement, mais je crois que c'est un droit également, en tant que citoyen, pour lui demander de prendre à bras le corps le problème du Nozo. Parce que manifestement, tous ceux à qui il a délégué, comme souvent, parce que je me rends compte qu'il délègue mal, tous ceux à qui il a délégué ont failli. Rien ne s'est passé. J'en profite d'ailleurs pour m'interroger. Je vais faire une petite digression. Dire à Serge Espoir Matomba que le sujet aujourd'hui, c'était Paul Biya, c'est 38 ans. Et sa réponse pourrait valoir dans un autre cadre. Mais dans ce cadre-là, on lui demandait de dire ce qu'il pensait de l'action de Paul Biya, voilà. Et il est passé à côté. Oui. Vous allez me permettre de chuter en disant que le kidnapping, quel qu'il soit, à l'endroit de qui que ce soit, est à condamner. Mais je voudrais qu'on ait souvenance que ce même cardinal
a sollicité les autorités pour faire en sorte qu'ils puissent réunir les anglophones pour qu'ils parlent entre eux, qu'on n'ait plus de réponse du genre « on parle à qui ?» au nom de qui ils parlent. Ces enfants, sans légitimer, mais alors loin de là leur acte, lui confère encore plus, de par ce qui s'est passé hier, cette autorité-là, que l'État, lui, refuse, lui dénie. À savoir que, très certainement, ils lui ont fait passer les messages. Est-ce que les messages à l'endroit de qui, ces messages, le destinataire de ces messages, daignera recevoir le cardinal? Est-il là? Lui-même est-il là? C'est la question que je me pose. Mais il est temps, grand temps. Le cardinal, ses enfants l'ont quelque part respecté, ont respecté son âge, 90 ans, ils ne l'ont gardé que 24 heures. Mais à qui le tour demain? Il y a encore un chef traditionnel entre leurs mains. Lui, on ne sait pas si lui finalement n'est pas otage du message que le cardinal est en train de porter. J'ose espérer que les choses vont bouger, que tous les va-t-en-guerre, tous ceux qui vivent grâce aux achats d'armes et grâce à l'économie de la guerre, vont comprendre qu'ils devront se contenter de ce qu'ils ont déjà pris jusque-là et que la récréation s'arrête et se termine. Ok. Docteur Louison Issomba. Oui, lorsque nous avons appris à travers les réseaux sociaux l'arrestation du cardinal, tout de suite, peu comme Charles Dika, je me suis posé la question de savoir finalement, donc après lui, à qui le tour? Vous savez que les sécessionnistes jusqu'au boutiste, j'aime à le dire, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas daigné déposer les armes qu'ils n'auraient dû jamais prendre, ont estimé que la présence du cardinal Christian Toumi lors du Grand Dialogue national était une trahison. Et je pense qu'ils ont gardé cela en travers de la gorge. Et son arrestation, son kidnapping ne m'a pas surpris parce que, vous savez, ce sont des gens qui sont extrêmement revanchards. Et ils avaient estimé que cette seule présence voulait dire qu'en réalité, le cardinal Christian Toumi supportait l'État dans cette posture. Et d'où donc ce kidnapping. Et Charles Dikala a également évoqué ce Jaloto. Il y a ce que j'ai toujours appelé l'économie des guerres dans cette histoire, parce que les rançons qui sont généralement demandées pour les libérations de telles personnalités, c'est une personnalité religieuse comme Christian Toumi, ça ne peut, ces rançons sont justement d'un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle, Waf disait tout à l'heure, tout le Vatican s'est mobilisé. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez que le premier État religieux qui a des renseignements les plus affinés, c'est le Vatican. Et vous comprenez donc que c'est ce qui peut justifier, en mon sens, cette libération 2 jours plus tard, parce que ça n'avait pas été le cas. Non, moins de 24 heures. Voilà, moins de 24 heures. Donc moins de 24 heures. Pourtant, l'autre chef traditionnel est toujours détenu illégalement. Moins de 12 heures de temps même. Je pense que le Vatican a joué un rôle très important dans cette libération qui mérite d'être condamnée de toutes nos énergies. Ok, Jean-Claude Youth, on apprend, comme il a dit, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, il y a un discours qui fait comprendre que la situation est maîtrisée. Bon, il y a toujours les villes-mortes, il y a toujours ces apparitions de ces bandes désarmés qui font des irruptions dans des établissements scolaires. Et on a vu ce qui s'est passé à Kumba. Et aujourd'hui, hier, on va le dire comme ça, c'est le cardinal Toumi et le fond de Sceaux qui sont pris, qui sont kidnappés, mais le cardinal est libéré. Ça veut dire que quelque part, est-ce que la situation est véritablement maîtrisée, Onozo? La situation reste toujours sous contrôle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La preuve en est que globalement, les activités humaines et professionnelles et religieuses continuent à se déployer. Où ça? Je dis que globalement, je le répète, les activités humaines continuent à se déployer. Aujourd'hui, les gens continuent à aller au travail. Aujourd'hui, les enfants vont également à l'école dans ces zones-là. Maintenant, on peut être en train de vouloir discuter sur l'aspect qualitatif ou quantitatif, mais là n'est pas la question pour l'instant. Ici, il y a d'abord, tout comme nous nous sommes tous indignés face au massacre de nos enfants, le kidnapping, l'arrestation ou bien même la mise même en détention, je ne sais pas quoi, du cardinal Christian Toumi.
ça montre une fois de plus que nous avons en face de nous des individus qui n'ont ni foi ni loi, qui sont en manque de repères, qui ne savent même plus sur quelle scène se vouer et qui ne savent même plus exactement quelle est l'information qu'ils doivent renvoyer. Parce que lorsque vous êtes en train de tuer des enfants, donc qui sont en réalité le fer de lance de la nation, l'avenir même pour, je suppose, vous avez déjà identifié, je suppose si leur revendication était par rapport à ces populations, sauf si c'est pour d'autres cibles, mais si c'est pour cette population, ces enfants-là représentent bel et bien l'avenir. Et lorsque vous êtes en train de les tuer, ça montre bel et bien que vous n'avez plus de repères. Lorsque vous décapitez des femmes, comme nous avons connu Florence, Ayafor et tout, lorsque vous arrivez à kidnapper un prélat, fût-ce même encore un prélat de 90 ans, qui est sûrement, qui devait manquer peut-être de tout, peut-être même ses médicaments journaliers au quotidien, si il lui arrivait malheur là, et que même par ces petits mouvements même où il est secoué et tout, il faisait peut-être un AVC là, qu'est-ce que ces terroristes nous auraient dit? Est-ce qu'ils nous auraient redonné notre cardinal, qui est le seul cardinal que nous avons, le seul cardinal que l'Afrique centrale a? C'est pour dire, et lorsque je suis par exemple M. Charles Ndika, qui dit que les terroristes ont respecté le cardinal en le maintenant en arrestation pendant 24 heures, je suis très indigné. En ne le maintenant, parlons français. Alors, en le maintenant. En ne le maintenant, j'insiste. Alors, je vous dis donc que même pas une minute ne peut être autorisée. Parce qu'en réalité, voilà une icône qui est parmi les personnalités du nord-ouest et du sud-ouest qui avaient pris les devants à défendre même cette cause et à vouloir rassembler et à faire en sorte que la cohésion continue à régner. Qu'est-ce que ça a Alors, donné? lorsque vous vous attaquez à cette icône, nous, du camp d'en face, nous nous posons des questions. Et nous nous interrogeons en nous disant, voici bel et bien une situation où nous ne sommes plus en phase dans le cadre même d'une revendication ni politique, ni autre. Nous sommes entrés uniquement dans le banditisme et le terrorisme, tout simplement. Ok, Jean-Claude. Non, justement. Excusez-moi, comme mon nom a été cité, je voudrais rétablir la vérité de mon propos. Avec vos permissions, juste 30 secondes. J'ai dit et répété que le kidnapping, quel qu'il soit, ne peut être approuvé, doit donc être condamné. J'ai aussi dit, comprenez-moi bien, que le cardinal a été à l'origine d'une initiative qui, à mon sens, nous aurait amené à des résultats où nous n'en serions pas, où nous en sommes aujourd'hui. Cette initiative est restée lettre morte du fait du gouvernement RDPC, de l'État RDPC. Ont-ils pensé qu'il serait celui-là, ajouté à ce que a dit le professeur tout à l'heure, aux récriminations de sa participation au grand dialogue, ont-ils pensé qu'il était cette voix-là par laquelle il se ferait mieux entendre, et par le monde, et le retentissement qu'a donc eu cet enlèvement, et par le fait qu'il est aujourd'hui probablement porteur d'un message à l'endroit de ces mêmes autorités. Je n'ai rien... Quelle est cette manière de pouvoir faire porter un message? On connaît très bien le bureau. Excusez-moi, ce sont mes propos. Ce sont mes propos. Je ne vous demande pas de les interpréter. C'est mon interprétation. Sans avoir rien justifié. Vous passez un message. Ok, merci. Jean-Robert Wafodon, le message, c'est lequel? Je vais dire une chose. Cette indignation... Non, Jean-Robert Wafodon, allons droit au but. Est justifiée. Donc, il m'est revenu. Oui. Forcément, il y a un message, comme bon. Voilà, comme on dit. Un message, n'est-ce pas, sur la situation qui prévaut dans les deux régions du Nord et du Sud. Sûrement, un message sur des positions. D'abord, le professeur Louison Essomba vient de dire, il me rappelle quand même qu'il a été président, qu'il est le président de la commission des réfugiés. Certainement, bref, il m'est revenu, pas certainement, mais le retour des réfugiés, il m'est revenu qu'on lui a demandé donc de démissionner de ce poste. Bon, voilà, il m'est également donc revenu qu'on lui a indiqué, n'est-ce pas,
les solutions, dans des pistes, n'est-ce pas, de sortie de crise. Mais ce que je vais dire, oui, monsieur Youth, votre indignation, tout comme les nôtres, sont justifiées. Mais what next? Qu'est-ce qu'on fait après? Combien faut-il de morts et de kidnapping pour qu'enfin les protagonistes s'asseyent autour d'une table? L'option militaire n'a pas marché. Ça fait 4 ans. On allait de mal en pire. La situation s'enlise de plus en plus. Qu'est-ce qui empêche le président de la République de prendre cette histoire, cette crise à bras le corps? Monsieur, je suis de ceux qui pensent, je vous dis sur ce plateau, en période de crise, on ne délègue pas la fonction présidentielle. On ne délègue pas la fonction présidentielle en fonction de crise, en situation de crise. Le président de la République lui-même, qu'est-ce qui empêche au président de la République de prendre des mesures? Par exemple, d'ordonner la libération de ceux qui sont en prison ici, On a vu Mancho, BBC et Ayoub Tabé demander que les gens rentrent à l'école. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. La libéré 331. J'ai dit, soyez poli sur ce plateau, monsieur Youth. Et je suis en train de dire des choses sérieuses. Dites-le également. Je suis en train de dire des choses sérieuses. On a libéré ces 300 personnes. Et ça a donc stoppé la crise? Non. Écoutez, donc quand une option échoue durant 4 ans, il n'y a pas de honte à passer à une autre. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous dire, on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders, en emprisonnant ses leaders. Les mouvements sécessionnistes sont des hydres de mer. Quand vous coupez une tête, il y a deux qui naissent. Parce que cette tête se régénère. Et qu'est-ce qui empêche donc le président de la République d'ordonner leur libération, suivi immédiatement d'un dialogue, cette fois-ci véritablement inclusif, c'est-à-dire avec tous les différents protagonistes de cette crise. Et avant ça, comme ça se passe ailleurs, le président de la République peut faire de ça une cause nationale. Vous savez comment on procède ailleurs? Parce qu'en politique, les symboles comptent. Il peut recevoir tous les leaders de partis politiques. Et tout dit. Il les convoque devant caméra. Ils arrivent, il les reçoit. Les caméras ressortent. Ils parlent. Ils en discutent. Et puis après, je vous en prie, je m'adresse aux Camerounais et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent. Est-ce que Paul Biya et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent, monsieur. Je ne suis pas en train de blaguer. Et puis ensuite, après les avoir reçus en audience, du grand dialogue national, vous allez arrêter avec cette comédie-là où il y a eu des assises du grand dialogue national où c'était inclusif. L'ensemble des acteurs politiques, religieux et sociaux ont été conviés. Arrêtez cette comédie. Ne vous surexcitez pas. Après les avoir reçus en audience, il fait une adresse à la nation où officiellement, il met ses leaders politiques en mission de bons offices. Ils aient rencontré ces séparatistes, que ce soit ceux qui sont ici au Cameroun ou ceux qui sont hors de ce pays, et qui leur dit, donc au fin de leur dire, la table de négociation est ouverte. Et que durant cette négociation, que tous les sujets soient pris en compte. Qu'aucun sujet ne soit la sécession, même pas. Je vous en prie. La sécession doit être quand il y a une table de négociation. Vous pouvez lui permettre de finir. Est-ce que je peux finir? Attendez. On a affaire aux sécessions. Je peux désagréable, monsieur. Mais non, mais monsieur, vous devez avoir du respect pour moi. Je vous en prie. Vous vous apportez là. On se calme, je vous en prie. Vous avez fait quelque chose. Charles, je vous en prie. Alors, je dis donc ceci. On se calme. Alors, je dis donc ceci. Il les met en mission de bon. Parlez de quoi là? Après les avoir reçus. Ils partent, ils rencontrent donc ces séparatistes. Que ce soit ceux qui sont en brousse ou ceux qui sont hors du pays. Mais ça doit se faire au cours d'un discours. Dans un discours à la nation. Parce qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle. Et maintenant, ils les rencontrent, quel que soit le lieu de tenue des négociations, parce que la paix n'a pas de prix,
il faut engager ces négociations. Et que tous les sujets soient mis sur la table. Y compris la sécession? Parce que je vais vous dire. Vous parlez de quoi? Quand le Premier ministre Joseph John Bouté. La sécession n'est pas négociable. Le Premier ministre Joseph John Bouté, qui est un homme de qualité, et ça je le dis ici, il n'appartient pas à ma famille politique. Immédiatement après sa nomination comme Premier ministre, il est allé dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a indiqué qu'il était porteur d'un message du président de la République. Oui. Annonçant la tenue d'un grand dialogue où tous les sujets devaient être abordés en dehors de la sécession. Ah voilà. Mais qu'est-ce que, 48 heures après, le ministre de l'administration territoriale a dit, il est allé en France, sur France 24, dit, le dialogue portera sur tout, sauf sur la forme de l'État. Mais monsieur, vous voulez que ceux-là qui sont là, et je vais conclure, et ceux qui doivent être dans cette mission, le cardinal doit être là, comme M. Djikama dit. Parce que quand ils ont pris le cardinal, ils l'ont relaxé moins de 5 heures de temps après. C'est dit que le cardinal doit être un élément important. On a vu Ellie Smith. Il dit le journaliste Ellie Smith, avec la All Anglophone Conference, proche du cardinal. La conférence générale anglophone. La conférence générale anglophone. Allez, ils les connaissent. Ils sont mieux placés pour parler avec eux. Je vous le dis, monsieur Yout, qu'on les mette en mission de bons offices, qu'il en fasse également partie. Parce que je ne connais pas une guerre qui s'arrête. Je ne connais pas une guerre qui s'arrête sans qu'il y ait négociation. Même après la Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont assis. Bien sûr. Et je suis de ceux qui pensent que 100 jours de dialogue valent mieux qu'un seul jour de guerre. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, nos enfants qui tous les jours, je dis bien qui tous les jours, entendent les balles crépiter. Vous croyez qu'ils vont oublier? Non, ils vont porter les stigmates de cette guerre durant longtemps, durant toute leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ont fait ces enfants? Pourquoi le président de la République n'accède pas à ce minimum républicain qui existe dans tous les pays en crise dans le monde? C'est de faire le Pourquoi? Quel populisme? Tout un cardinal a. Donc, attendez. Et je vais vous dire, ces anglophones que j'ai rencontrés, du moins ceux qui sont ici, ils ne veulent pas de votre décentralisation. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, de votre statut spécial. Vous avez éprouvé la décentralisation. Ils veulent leur autonomie. Est-ce que vous avez éprouvé la décentralisation en 1961 et 1962. Merci Jean-Robert. Donnez-leur leur autonomie, monsieur. Monsieur Jean-Robert. Entre 61 et 72, il n'y a pas eu de guerre au Cameroun. Vous avez éprouvé la décentralisation? Merci. La décentralisation a échoué, monsieur. Et je le dis en tant que Jean-Robert élu. Oui, on vous a compris, Jean-Robert. On se calme. Docteur Louison Issomba, face à cette situation, je sais que depuis il y a des gens qui n'apprécient pas le fait qu'on demande au président de la République de sortir. Je ne comprends pas. Vous comprenez cette attitude? C'est une de ces missions constitutionnellement consacrées. Le président de la République est, on l'a souvent dit en parenthèse, le père de la nation. Oui. Et j'aime à le dire ici, j'ai aimé le discours au pédestal des Nations Unies où il évoquait l'idée de ce qu'il faut être mendiant de la paix. Je le disais encore sur ce plateau que le président de la République est un fin médiateur. Je prends 2 cas. Nous avons eu la crise avec le Nigeria sur la presqu'île de Bakassi. Vous avez vu que le président de la République a emprunté la voie de la négociation, la voie du dialogue. On se rappelle la belle image avec Olusegun Obasanjo et Thabo Mbeki à l'époque, ou bien l'autre Kofi Annan. Vous avez vu aujourd'hui, et je le dis avec force et vigueur, le président de la République a fait régner la paix dans la famille Bongo. C'est pourquoi Ali Bongo, président, l'appelle papa, il ne l'appelle pas président. Mais on se pose bien la question de savoir, mais pourquoi le président de la République prend du recul et du retrait et met en avant d'autres personnalités? Or, je vous avoue que le président connaît bien cette histoire, parce qu'en 1974-75, en 1974, les velléités sécessionnistes commencent à se manifester et le président a eu de mettre en place toute une délégation qui est conduite par le président Aboué-Machoyi, mais le président Paul Biya est le président de cette commission. Tout à fait. Il est le président de cette commission, donc il connaît. Et c'est même par là qu'il bénéficie de la récompense
comme la nomination de Premier ministre, parce qu'il a réussi à faire taire ces velléités sécessionnistes qui étaient déjà en train de bouillir dans la marmite. Et le président Yves Diodon lui donne donc cette récompense en le nommant comme Premier ministre. Alors, on se rend bien compte que dans ce qui est arrivé, même par rapport au massacre de Kumba, de 7 élèves, le président Ouédu, il est dépositaire de ce qu'on appelle la parole sacrée et la parole souveraine. C'est-à-dire que, et même la Bible le dit, au commencement était la parole. Rien que la parole du président de la République apaise, elle rassure. Vous voyez, même la promesse de ce que cela ne se répétera plus est un élément salvateur pour restaurer un climat d'apaisement. C'est ce que j'appelle une adresse à la nation. Or, le président n'a pas réagi. Il a procédé par la mise en place d'une commission interministérielle qui est descendue. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, et même le cortège, c'est su et connu de tout le monde, le cortège du Premier ministre a été attaqué. Je dis une chose, Serge, à leur retour. Le président de la République est celui qui a les manettes et les manœuvres nécessaires pour résoudre cette crise. Il a tous les leviers, tous les leviers institutionnels. Parce qu'il connaît la profondeur et la mesure de cette crise. Le ministre Abou Machoui l'a dit. Il la connaît plus que le président Biya connaît les problèmes anglophones et il a la solution. Oui, Abou Machoui. Alors voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous attendons du président de la République, le chef de l'État, le père de la nation, de prendre ne serait-ce qu'un discours, à défaut d'aller dans les zones en crise, ne serait-ce que prendre d'abord la parole, rassurer les Camerounais. Parce que ce qui est arrivé à Kumba peut davantage se multiplier. C'est-à-dire qu'on va aller de subdélégation en délégation, et comme vous savez, les subdélégations ne valent. Donc le président de la République doit prendre en main cette crise, et lui-même il a dit, je voudrais répondre ici ses propos, qu'il faudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la prospérité et la démocratie. Vous savez, deux choses permettent à un État d'être jugé. On juge un État sur la paix, on juge l'État sur la pauvreté. C'est-à-dire que le degré de pauvreté peut justement traduire le degré de mal-gouvernance dans un État. Et autre chose, on se rend compte que les concepts forts qui ont été développés en 1987 dans son célèbre ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire » à travers la rigueur dans la gestion des affaires de l'État et la moralisation de la vie publique me semblent aujourd'hui des concepts qui ont un contenu creux parce que le président de la République n'a pas suivi. Vous savez, quand on est un chef, on décide, on contrôle et on sanctionne. Voilà les 3 étapes nécessaires pour assurer la bonne gouvernance. Or, si vous avez décidé, vous ne contrôlez pas, et vous ne sanctionnez pas, finalement, vous avez ouvert la voie à l'anarchie, la voie à la corruption. Et si aujourd'hui, ce régime connaît un abcès dans sa chaussure, c'est simplement que la corruption est devenue pandémique et endémique et n'a pas permis l'État. Merci, docteur. Oui, rapidement, Jean-Dicam. Oui, je pense que je ne peux pas faire autre chose qu'une fois de plus m'adresser à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'il est vraiment là. Monsieur Biya, si vous êtes là, si vos arrière-petits-enfants qui sont morts il y a 15 jours, leur mort doit être vaine. Je vous en supplie, il est plus que temps que vous sortiez. Il me revient qu'autour de vous, il est planifié après un certain nombre, 100, 200 de mes amis politiques déjà embastillés pour la résolution de ce même problème dont nous parlons. Il me revient qu'il vous ait conseillé d'approuver l'arrestation de Maurice Kamto. Je pense que ce ne sera que une marche en plus dans l'échelle de l'horreur. Je vous en supplie, il est grand temps que vous vous manifestiez. Ne déléguez plus. Non, les circonstances ne sont plus aux délégations. Je répète, si vous êtes là, s'il vous plaît, il est temps que vous sortiez. Merci. Jean-Claude. Oui, je relève ici que lorsque le président de la République réagit et gouverne en son nom, tout simplement, on parle de l'hyperprésidence. Aujourd'hui, qu'il déconcentre ses pouvoirs, qu'il amène les uns les autres à pouvoir se responsabiliser, on nous dit non, il ne faut même pas.
qu'il fasse confiance à ses collaborateurs parce que c'est pas la peine. En période de crise. Ok. Je relève également quelque chose de très important ici. Oui, c'est pas la multiplication des discours qui font avancer des choses, parce qu'en réalité, nous avons vu dans le cadre, par exemple, de la gestion de la crise de la pandémie du Covid ici, le président de la République s'est adressé à la nation le 19 mai 2020, et nous avons des chiffres qui sont élogieux, malgré que nous avons eu quelques cas de mort dont nous déplorons. Mais le Cameroun est cité en exemple dans le cadre de la gestion de cette crise. Et nous avons connu également dans d'autres pays où il y a eu, je vous renvoie au rapport de l'OMS. Je vous renvoie au rapport de l'OMS, qui cite le Cameroun en exemple, M. Robert Wafo. Alors, il y a eu des pays où il y a eu des présidents de la République qui ont fait 38 discours et avec un bilan macabre énorme. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la multiplication des discours, c'est les actes. En ce qui concerne la résolution de la crise anglophone, si nous sommes pour peu assez consciencieux et responsables, nous verrons que nous savons déjà les mesures qui ont été mises sur pied par le président de la République pour la résolution de cette crise. Mais nous ne savons rien du tout du camp d'en face. Et lorsqu'on appelle au dialogue, il y a eu déjà un premier dialogue qui était du grand dialogue national. Donc un certain nombre de recommandations sont en train d'être mises sur pied pratiquement par le président de la République aujourd'hui. Et nous allons le voir dans le achèvement. Lorsqu'on parle de la pauvreté également. Oui, pour conclure juste sur l'indice de la pauvreté. Au niveau de la pauvreté, nous étions de 53,3%. Lorsque le président de la République a pris les rênes, nous sommes aujourd'hui à 37. Voilà, on vous a compris. Je vous renvoie aux statistiques. Merci Jean-Claude Youde. Merci Jean-Claude Youde. Merci Charles Ndikam. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Dr Luison Isomba. Merci Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine. Aujourd'hui particulièrement Théophile Tchunke, Mitterrand Dam, Marlise Minkomo, Raphaël Dipanda, Francis Boyom et le chef d'orchestre c'était Innocent Abega. Bonsoir Foutouni.